Yo Benjamin, Yo Mika, c'est déjà la 3e fois que tu passes sur ma chaîne. déjà. Et comme maintenant on a une nouvelle passion en commun, c'est le sport, Ouais, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une interview en en courant. courant pour parler de recrutement, parce que tu as plein d'actu Ouais, et de choses sympas à nous raconter. Pour parler aussi de sport, bien sûr. parce que tu as encore plein d'actu et plein de choses à nous raconter. Ouais, je m'ennuie pas. Et dernière partie, une petite surprise sur une autre passion que tu as, Ouais. que je trouve aussi hyper intéressante et que j'ai envie de développer. Est-ce que ça te va pour la journée? Eh ben ça me va très bien, bah, c'est Allez, une bonne cool. matinée du coup. Ouais, ben non, écoute, c'est assez simple. Moi je fais du recrutement depuis déjà une petite dizaine d'années. Depuis 6 ans, j'en fais tout le temps dans le milieu du recrutement de recruteurs finalement. Ouais. Donc moi mon quotidien, j'aime bien dire que je parle des recruteurs, c'est vraiment mon quotidien. Et depuis une bonne partie, j'ai beaucoup parlé des recruteurs plutôt pour des postes en CDI dans l'écosystème startup et scale-up. Donc j'ai aidé des recruteurs à trouver leur prochaine opportunité, soit dans des startups early où ils arrivent en tant que premier recruteur, soit dans des scale-up en tant que lead manager ou expert. Et depuis 1 an, j'ai aussi cofondé Pepper avec mon associé Léo qui est un très bon pote. Et du coup, on a dupliqué ça maintenant sur la partie freelance. En fait, on se voit bien que depuis une petite année, il y a quand même un retournement un peu du marché. Et que c'est vrai que le marché du CDI est moins attractif, Ouais. en tout cas dans les startups scale-up, mais qu'elles doivent quand même continuer à recruter, que passer par un cabinet ça coûte cher. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont de plus en plus recours au freelance, au RPO. Voilà un peu pour les petites actifs. Comment tu sens alors le marché? Ouais, c'est un peu plus compliqué. Avant, tu avais, j'imagine, beaucoup de missions et pas beaucoup de recruteurs qui répondaient, c'était un peu des divas. Ouais. Comment tu sens le marché? Je sais aussi qu'à l'époque, tu aidais beaucoup les développeurs les recruteurs, en les coachant sur leurs entretiens, etc. Ouais. Comment est-ce que tu sens le marché aujourd'hui? Écoute, ouais, c'est sûr que moi j'aime bien dire que on a un retournement de marché, quoi. C'est quand même assez incroyable que sur un espace de 4 ans aujourd'hui, on a vraiment un marché qui est complètement à l'opposé, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu post-Covid un marché qui était très favorable aux recruteurs. Qu'est-ce qui se passait? C'est la loi de l'offre et de la demande, donc finalement peu d'offres sur le marché, peu d'offres côté recruteur, donc il y avait peu de recruteurs dispo, Ouais. beaucoup de demandes des entreprises. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les candidats répondaient moins, il fallait constamment les chasser. Il y avait un vrai travail côté des entreprises pour les accompagner, pour être plus attractives. Donc ça soit à la fois sur les niveaux de rémunération, sur les conditions de travail, le télétravail, le work from anywhere, etc. Le carrière pass des recruteurs. Donc là c'était vraiment l'apogée. Et c'est vrai que le marché c'est quand même un peu retourné, quoi. Ouais. Et donc là on a un marché qui retourne sur une situation où un marché finalement qui est un peu moins tendu. Et c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des entreprises qui cherchent des recruteurs, mais finalement il n'y en a pas autant. Ouais. Et par contre il y a beaucoup de recruteurs qui ont été laissés sur le carreau depuis 1 an, 1 an et demi avec les licenciements économiques. Et du coup c'est vrai que c'est difficile. Moi je parle à des clients qui me disent qu'aujourd'hui quand ils mettent une annonce en ligne, ils peuvent recevoir 700 CV. Ah, c'est ouf ça. 700 CV. 700 CV. C'est colossal. Et alors, autant, on s'en fout. La quantité, on s'en fout finalement, Ouais. mais est-ce que qu'il y a de ça la match? qualité? Ouais. Et en fait, le truc, c'est que le problème, c'est ça, c'est que... Alors, le problème pour moi, bien sûr, Ouais. mais c'est que du coup, la qualité est là aussi. Donc aujourd'hui, une situation qui était inconcevable il y a 3 ans, qui était qu'une entreprise pouvait recruter un recruteur via annonce. Ouais. Aujourd'hui, je dirais que la plupart des entreprises qui ont une marque employeur intéressante, un grand nom comme, je sais pas, un Doctolib par exemple, Ouais. ils mettent une annonce aujourd'hui, sincèrement, je suis pas forcément sûr qu'ils aient besoin de moi pour trouver Ouais. leur recruteur, quoi. Donc c'est ça aujourd'hui le marché. Ok. Et c'est vrai qu'en tant que recruteur, ça pousse à vraiment se rechallenger, essayer de chercher les points de compétences qui peuvent être différenciants sur le marché. Je pense beaucoup évidemment à l'IA, donc je pense que faut vraiment pas penser que tout est fait, quoi. Là il faut vraiment se mettre dans une position un peu de guerrier ou de sportif peut-être. Ouais. De triathlète, on pourra en parler, mais On va en parler, ouais. mais où effectivement il faut être discipliné, il faut se former et il faut essayer d'être compétitif sur un marché qui est difficile.
Alors toi, pour t'adapter maintenant aujourd'hui, pour t'adapter aux besoins des boîtes, plutôt sur du placement de freelance en RPO, c'est quoi les différences? Comment tu sens le marché? Est-ce que ça fonctionne bien? C'est quoi un peu les actus de cette nouvelle activité? Parce que c'est courageux, je trouve, de comprendre le marché, s'adapter, créer une offre, créer un associé aussi, si tu peux l'introduire. Ouais, c'est clair. Et faire tout ça et que ça fonctionne. C'était quoi un peu ton état d'esprit pour t'adapter, réagir et revenir encore plus fort? Ouais, bah, j'ai bien senti qu'à un moment le marché tournait et qu'à un moment moi, si je voulais rester aussi compétitif finalement, il fallait que je me réinvente un peu. Et en fait, j'ai un très bon copain qui s'appelle Léo du coup, qui est mon associé. On lui fait un gros coucou. Voilà, on lui fait un coucou Léo. Et en fait, il est aussi freelance en recrutement, lui plutôt spécialisé sur la partie product. Ouais. Et on se connaît depuis déjà du coup un petit bout de temps. Et en fait, c'est un peu mon confident quotidien, quoi. C'est-à-dire qu'on parle tous les jours. C'est un peu avec lui que j'interagis sur ok, c'est quoi tes défis des business, comment tu vas closer de candidats, bref. On s'entraide beaucoup. Et on s'est toujours dit, mais en fait, il y a un moment, faut qu'on lance un business, quoi. Il y a un moment, Et en fait, c'est vrai que c'est tombé un peu sous le sens. On s'est vu à. Plus le micro de On s'est vu du coup à Gran Canaria en janvier 2024. On s'est pris une semaine ensemble pour faire un peu de sport, profiter du soleil canarien qu'on a du coup en hiver vs le gris dans le reste de l'Europe. Et du coup, on s'est posé sur un peu le début de Pepper. Voilà, Qu'est-ce qu'on voulait pour Pepper, qu'est-ce qu'on voulait construire, à quoi on voulait répondre. Et du coup, effectivement, la réponse, elle est assez évidente. C'est qu'aujourd'hui, comme on disait, les startups scale-up cherchent quand même beaucoup moins de recruteurs. Elles cherchent de plus en plus à être rentables et rapidement, ce qui passe du coup par grandir beaucoup moins. Les phases d'hyper-croissance où on voyait des scale-up devoir recruter 500 nouveaux collaborateurs par an. C'est ça, on en est, ça c'est terminé. Et en fait, cette phase de croissance qu'on a connue, c'est évidemment là où il fallait des recruteurs. Et donc là, maintenant que c'est un peu plus contrôlé, les phases de croissance, du coup, il y a beaucoup moins besoin d'internaliser la fonction recrutement. Et c'est vrai que c'est drôle parce que maintenant, je pousse de plus en plus de recruteurs en CDI à devenir freelance. Je leur dis, bon, sincèrement, aujourd'hui, si ta recherche elle est compliquée, je te conseille de faire 3-4 mois de mission avec moi. Je t'envoie dans une boîte sympa et tu continues à construire ta carrière finalement. C'est ça, Mais tu restes pas en attente pendant 8 mois, le temps de trouver le sacro-saint CDI, quoi. Et donc on s'est lancé vraiment sur le marché freelance. Et là, on a vraiment l'impression que ça répond bien, quoi. C'est-à-dire que, attention, des offres, il n'y en a pas non plus énormément. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on a un besoin, on arrive à présenter quand même facilement 3 profils. Mais clairement, il y a des besoins. Il y a beaucoup de besoins. Donc, et plus que la partie CDI. Et c'est pourquoi, comme je disais, on voit beaucoup de gens en CDI qui repassent en freelance, peut-être l'espace d'un an. Le temps que le marché se rééquilibre. Donc là tu vois, Pepper aujourd'hui en chiffres, c'est simple, ça fait 1 an qu'on est lancé. On a 15 personnes en mission. Des personnes qui sont du coup plutôt là sur des missions courtes, moyen terme. Donc on est sur des missions de minimum 3 mois. Et on arrive souvent à avoir des reconductions. Donc on est sur des gens qui partent à des missions de plus ou moins 6 mois, quoi. Tu vas préparer une nouvelle offre aussi, je crois. Est-ce que tu vas en parler un petit peu? En fait j'ai pas mal d'idées. Et je pense que c'est un truc qu'on aimerait pourquoi pas lancer cette année. On veut pas s'appeler un collectif parce que on veut faire un peu les choses différemment. Mais je suis assez convaincu que être freelance, c'est challengeant pour pas mal de raisons. Déjà il y a ce côté de se sentir seul. Donc en fait, j'ai ressenti ça en plus. En tant qu'animal social, je pense que c'est bien de se regrouper. Et c'est pourquoi je pense que ça a complètement du sens d'être dans des communautés, des collectifs, etc. Juste pour ce contact social. Trouver des co-freelancers finalement un peu. Et moi, il y a déjà un truc que j'ai identifié sur le marché des freelances qui est un peu compliqué, qui est que finalement, il y a beaucoup de candidats qui sont expérimentés, mais qui plafonnent en fait en termes de TJM. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont hyper embêtés parce que il y a des gens, ils ont 10 ans d'XP et ils ont l'impression d'être plafonnés à ce fameux 500 € par jour. Et ça, c'est vrai que c'est un gros challenge. Mais ça veut aussi beaucoup dire qu'en fait, en tant que freelance, il faut être responsable de sa formation et de sa montée en compétences. Quand on est en CDI, qu'est-ce qui se passe? Tous les ans, on a des bilans de compétences, de performance.
Et en fait, quand il y a un sujet qui manque ou un sujet qu'on a envie de développer, qu'est-ce que fait la boîte? La boîte, elle le finance. Ouais. Est-ce que ça, on fait ça en freelance? Non. On fait pas ça en freelance. Généralement pas. Et donc du coup, on se retrouve avec des gens qui passent 3-4 ans en freelance, qui passent un super moment. Ouais. Parce qu'il y a une réalité, c'est que tu travailles quand tu veux, d'où tu veux. Ouais. Tu peux pas travailler encore en full remote. Tu gagnes en général mieux ta vie que quand tu es salarié. Ouais. Donc il y a plein de trucs super positifs. Sauf qu'en fait, on rentre dans ce sujet-là et on oublie de se former, de monter en compétences, comme ce qui se passerait si on était en CDI. Et donc en fait, on a des gens qui, au bout de 4 ans, se prennent un peu un effet waouh, de se dire waouh, 4 ans sont passés. Ça m'est arrivé personnellement, moi, ça fait 6 ans que je suis freelance. Et du coup, c'est vrai que. Et moi, je me suis dit, oula, Benjamin, c'est vrai qu'en 6 ans, le temps est passé. Ouais. Et en fait, tu t'es pas tant formé que ça. Ouais. Et en fait, c'est un réveil qui est un peu douloureux. Et donc, en fait, nous, l'idée. Maintenant, avec l'IA, l'automatisation, c'est ça. Les nouveaux outils. Et donc, en fait, nous, je pense qu'on a un peu ce projet avec Pepper, d'avoir un peu cet effet communauté où déjà, effectivement, t'auras, en tout cas, tous les freelances avec lesquels on bosse, qu'on sait vraiment sympa, tout ça, cet effet office. Ouais. Donc est-ce que ça prendra la forme d'un Slack, d'un groupe WhatsApp, on l'a pas encore vraiment défini. Et après, ce qu'on aimerait, c'est mettre en place un weekly, où par exemple, il y aurait un weekly qui serait une sorte de Ask Me Anything. Ouais. Donc par exemple, moi je serais présent dans le call, et pendant 1 heure, je suis à l'écoute des freelances sur, comment je peux les aider à être meilleurs sur la partie prospection, partie facturation, essayer pourquoi pas de résoudre des sujets qu'ils ont avec des clients actuellement, etc. Et en fait, on fera aussi intervenir des experts. Ok. Donc l'idée, ce serait effectivement d'avoir une communauté plutôt privée, sûrement payante. Ouais. Ça sera quelque chose de pas très très conséquent. Ouais. Et au final, pour mieux se former, quoi. Exactement. Ouais. Pour avoir accès à cette formation, qui est, je pense, vraiment clé quand on est indépendant, si on veut être indépendant potentiellement toute sa vie, parce qu'en fait, moi je sais que moi je l'ai vraiment dans le fond de mes tripes, jamais je reviens salarié, quoi. Ouais. Je suis trop un électron libre pour pouvoir avoir des horaires fixes, je suis comme ça moi. Donc qu'est-ce que je fais pour pouvoir conserver le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions ma vie de freelance. Exactement, c'est complètement différent, t'es pas dans la politique interne, donc tu peux vraiment faire bouger les choses. T'as une autorité, t'as une position, une posture qui est vraiment intéressante en tant que freelance. Ouais, et tu vois, je pense qu'il y a un vrai sujet en tant que freelance, c'est que aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup trop de freelance qui sont finalement uniquement sur la partie delivery. Ouais. Et en fait, il y a peu de freelance qui arrivent à step up sur la partie conseil, audit, formation. Ouais. Ce qui pourrait intéresser certaines scale-up, qui par exemple sont à un moment de leur scale où elles aimeraient vraiment avoir une expertise pointue sur, par exemple, je sais pas, un ATS. Ouais. Tiens, on migre de lever sur HB. On aimerait pouvoir travailler avec un expert HB. Ouais. Et ça, c'est pas une prestation que tu vas vendre 500 €. Ouais. C'est une prestation que tu peux commencer à vendre peut-être 800 000. Ok. Et ça, je pense que c'est un des gros sujets sur le marché. Ouais. Il nous manque beaucoup de freelance qui, en fait, apportent autre chose que du delivery. Ouais. Même si c'est vrai qu'actuellement, les missions qu'on a et qu'on voit sur le marché sont quand même très axées delivery. Ouais. Mais il faut quand même penser déjà à la next step, qui, je pense, sera, j'espère, beaucoup plus d'émissions de conseil, d'audit, etc. Moi, il y a un deuxième sujet, bien sûr, que je voulais aborder avec toi, c'est parce qu'on a une première passion, c'est le recrutement, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Mais il y en a une deuxième, c'est le sport. Ouais. Et il se trouve que tu es un passionné de sport et que tu prépares plein de trucs. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait ce week-end et de te présenter au niveau sport? Ouais. Bon, moi j'ai toujours aimé le sport parce que je pense que c'est un bon moyen de progresser à titre individuel. Alors c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de sport individuel. Je pense que ça me manque le côté un peu collectif. Ouais. Mais je viens moi des sports individuels. Je viens de ce côté de ok, si je veux achieve un truc, c'est à moi de set up un plan d'entraînement, d'être discipliné pour le suivre et le jour de la course performer. Ouais. Et du coup c'est vrai que je suis tombé dans le triathlon il y a 2 ans parce qu'il y avait toujours cette idée de me dire bon, je veux dans ma checklist, il y a l'Ironman quoi. Ok. Et c'est vrai que l'endurance, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ouais. Les sports d'endurance parce que bon déjà ça a plein de bénéfices. On va pas forcément parler ici mais il y a ce côté de durée, c'est-à-dire que ça dure longtemps. Ouais. Et en fait le recrutement, bon finalement c'est plus ou moins la même chose. La réalité c'est que le recrutement on aime bien souvent dire que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Je pense que c'est une très bonne image parce que
y a plein de besoins en recrutement qu'on penserait pouvoir closer en 2 semaines et en fait, par X ou Y raison, en fait ça s'étale sur 2-3 mois. Et c'est de la répétition. Et en fait, il faut être capable de tenir sur la durée, de continuer à rester motivé exactement. C'est un des gros sujets, quoi. Ouais. Et en endurance, c'est pareil. Et je pense que plus tu vas loin dans l'endurance, plus tu es obligé de construire cette résilience. Et tu nous parles d'Ironman. Est-ce que tu peux nous définir un peu les distances, les disciplines pour ceux qui Alors déjà, connaissent pas? Attention, l'Ironman, j'aime bien juste répéter que c'est juste une marque. Comme le CrossFit ou maintenant comme le phénomène d'un peu de l'Ironman, c'est des marques. Donc, mais le triathlon, c'est du coup une discipline. L'Ironman, c'est du coup une discipline qui est donc le triathlon. Le triathlon, c'est 3 sports. C'est la nage, le vélo et la course à pied. Et j'aime bien le préciser. Tu fais tout ça le même jour. Parce que moi, ma copine, au démarrage, elle croyait que le premier jour, tu faisais la natte. Le lendemain, tu faisais le vélo. Et le surlendemain, tu faisais la course à pied. Donc là, on t'enchaîne les 3 disciplines. À la suite. Voilà, et c'est ce qui aussi fait la partie de sport. Parce qu'évidemment, quand tu nages, t'es plat. D'un coup, tu passes debout parce que t'as la transition, il faut aller courir pour aller chercher ton vélo. Après, tu es sur un effort, le vélo, tu pédales. Et après, tu poses ton vélo et tu cours. Et ces efforts biomécaniques sont très très différents. Et donc, ce week-end, j'ai eu l'occasion de faire un format qu'on pourrait appeler un triathlon L, où j'ai du coup fait 1,9 de km de nage, 84 de vélo et un semi-marathon à pied. Donc, je suis assez content parce que même si j'ai encore beaucoup de travail sur la natation, j'ai bien progressé en vélo et en course à pied, donc c'est très cool. Tous les efforts et la discipline que j'ai mis en place cet hiver, tu vois, ont bien payé. Et du coup, je prépare un Ironman, celui de Barcelone, le 5 octobre. Donc là, du coup, c'est le double. C'est 3,8 de nage, 180 de vélo et un marathon. C'est un effort de, pour aujourd'hui les triathlètes pros de 7h30 à, je pense, jusqu'à 16-17h. C'est ça. Et moi, j'aimerais bien faire 11h. C'est quoi ta discipline alors pour arriver à ce genre de performance? Parce que là, combien d'heures de sport tu fais? C'est quoi une semaine type de Benjamin Jean aujourd'hui? Entre le business et le sport. Ça c'est vrai, je pense que c'est encore une des forces d'être freelance. Moi j'aime bien rappeler que je suis pas un triathlète ordinaire. La réalité des triathlètes, c'est potentiellement des personnes qui ont un 9 to 5, qui doivent se lever le matin pour aller à la piscine à Paris à 6h30, qui arrivent au taf, ils bossent, entre midi et 2 ils vont courir une petite heure, et le soir ils rentrent et ils font 1 heure de vélo. C'est pas ma vie ça. Et je suis encore beaucoup plus admiratif d'ailleurs de ceux qui ont cette discipline là. Donc moi c'est vrai que j'ai vraiment l'occasion de m'organiser. Je me rends compte qu'effectivement le sport a beaucoup plus d'intérêt pour moi de le faire le matin. Parce que du coup j'élève mon rythme cardiaque le matin. Je peux la baisser toute l'après-midi. Et du coup je me couche dans des bonnes conditions. Donc moi je fais souvent mon sport le matin. Je peux aller courir du coup. Je fais du sport tous les jours du coup. Ce qui est bien pour faire 10 heures de sport pour l'instant et bientôt 15 à 18 heures pour les grosses semaines de l'Ironman. Effectivement, quand tu fais 10 heures, t'es obligé de t'entraîner tous les jours. Tu m'étonnes. Il n'y a pas de repos, tu t'entraînes tous les jours, mais évidemment à des niveaux d'intensité à chaque fois différents. Tu t'entraînes pas très dur tous les jours parce que sinon le corps il lâcherait et ça aurait pas d'intérêt. L'entraînement c'est aussi des métriques. Est-ce que ça t'aide dans la vie de recruteur? Est-ce que depuis que tu fais ces longues distances, tu fais de l'endurance, est-ce que maintenant dans le recrutement tu dis vas-y je me mets en deep sourcing de je sais pas moi de 10h à midi, je récupère mes stats, demain j'essaie de faire plus. Est-ce que cette rigueur comme ça c'est une compétence transversale dans l'endurance et dans le recrutement ou peut-être d'autres parallèles? Je trouve que ça a pas mal de liens. Encore plus dans le triathlon parce que le triathlon c'est assez rapidement un truc de geek où tu peux mettre beaucoup de data pour analyser ta puissance en vélo, ta fréquence cardiaque, etc. D'ailleurs, je cours actuellement avec un bandeau de fréquence cardiaque pour être constamment assez carré sur ma fréquence cardiaque. Mais évidemment, du coup, déjà, il y a un vrai sujet, c'est que comme je m'entraîne quand même 8-10 heures, qu'à côté, j'ai ma petite vie de famille, j'ai mes potes, que j'ai d'autres passions, dont une qu'on va découvrir juste après. Bien sûr. En fait, il y a un moment, tu es obligé de focus, quoi. C'est-à-dire que sur le temps qui te reste dans ta journée, moi j'aime bien travailler autour de 6 à 7 heures par jour. Tu es obligé de focus, quoi. Donc je pense que c'est sûr que ça développe quand même pas mal ça,
Donc j'aime bien effectivement mettre des slots de boulot. Ouais. Je me dis, bah tiens, cette matinée je la consacre à du sourcing parce qu'il faut que j'avance sur une mission pour un client. Ouais. J'aime bien me dire que je vais faire du... Alors c'est vrai que du coup, depuis qu'on a lancé Pepper, on découvre aussi bien sûr les joies de la facturation, la partie contractuelle, administrative. Donc on a automatisé déjà pas mal de trucs, mais on n'a pas encore mis d'IA et ce sera je pense le prochain objectif. Mais donc du coup, j'ai effectivement aussi des créneaux où boum, pendant 2 heures, tu te dis tu déroules ça, tu vois comment tu l'as fait, en combien de temps, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, etc. quoi. Et moi, parce que je connais, bon, j'ai pas mal de contacts, on me présente souvent des missions, mais tu es un des plus professionnels que j'ai rencontrés. Je prends par exemple le parcours que j'ai fait chez Penny Lane quand tu m'as présenté en RPO, il y avait tu me book, des notes sur la boîte, un podcast du fondateur, tu me coaches vraiment sur comment présenter mes chiffres. Comment ça t'est devenu cette discipline de préparer l'entretien des gens que tu places? Ça doit être la même chose en CDI, mais de manière aussi méthodique. Je pense que de certaine façon, moi je considère le recrutement comme un métier... c'est un métier de geek, bien sûr, mais c'est aussi comme si tu travaillais dans le luxe. Ouais. Tu vois, moi j'aime bien délivrer à chaque personne avec qui j'interagis. C'est pas tout le temps le cas, je suis pas parfait, bien sûr, mais j'essaye vraiment de délivrer la meilleure expérience candidat possible. Qu'est-ce qui ferait que ces informations que je vais donner à un candidat vont lui servir? Salut les jeunes. Vont lui servir pour performer en entretien. Moi je veux effectivement mettre... Bon déjà pour un intérêt business évident. Moi mon intérêt business c'est quoi? C'est que si on veut être très factuel, c'est que le candidat il soit retenu par le client. Finalement, c'est ça mon intérêt. Donc tu prends encore je pense. On prend en bas ou Ouais, en bas. Ok. Ah c'est un tunnel? Non c'est bon, on continue en bas. Ok. Donc évidemment moi mon intérêt c'est que le candidat que je prep puisse avoir toutes les informations possibles pour réussir son entretien quoi. Donc ça peut être déjà lui communiquer de manière très détaillée parfois ce qui va se passer dans la mission, quel profil il faut recruter, le volume, quel est le contexte aujourd'hui de l'entreprise, avec quel manager il va travailler, etc. Pour qu'effectivement je puisse donner, pour que le candidat puisse performer en entretien quoi. Donc c'est vrai que ça me paraît, finalement c'est une question un peu difficile parce que moi ça me paraît très basique en fait. Ça me paraît complètement normal de me dire que si moi j'étais candidat, j'aimerais avoir ce genre de niveau d'information pour pouvoir arriver en entretien préparé et faire mes devoirs finalement. Exactement. Donc c'est vrai que ça me paraît évident. Top. Bon, on en parle depuis tout à l'heure. On va couper la caméra et puis on se retrouve sur ta prochaine passion. Parfait, allez, on fait ça. À tout de suite. Partie 2 de la vidéo, on est chez une boutique, comment dire, un coffee shop? Ouais, un coffee shop, moteur, un coffee shop, dans le premier. Parce que tu as une autre passion, c'est le café? Ouais, effectivement. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Parce qu'en plus, moi je trouve que ça peut aussi un petit peu matcher avec ce côté sportif que tu as maintenant aujourd'hui. C'est que je crois que tu m'avais dit qu'avant, tu étais fan de vin. Aujourd'hui, c'est le café. Comment tu es passé de l'un à l'autre? Est-ce que c'est pour des raisons de santé, de récupération et de sport et de healthy? Comment ça t'est venu un peu cette passion du café? Je pense qu'il y a 2 raisons. C'est qu'en fait, ce que j'aimais beaucoup dans le vin, bon, évidemment, il y avait l'effet un peu alcoolisé où tu te sens un peu plus joyeux, un peu plus facile, la vie est plus simple. Mais il y avait surtout le côté où je trouvais ça hyper passionnant de voir des producteurs qui travaillent extrêmement dur pour sortir le meilleur vin. Le travail de la terre? Ouais, le travail de la terre, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui... alors que je viens pas du tout de ça. C'est ce que j'allais dire, ça vient le travail de... C'est très drôle, c'est très drôle, je viens pas du tout de ça. Oula, il y a les oiseaux qui viennent nous manger le cinnamon roll. Alors ça, en Galice, bon, petit aparté, c'est un truc qui m'est arrivé. Nous, on a des mouettes. Les mouettes, c'est beaucoup plus vénère que les petits pigeons. Ok, d'accord. Et un jour, j'avais posé un cookie et la mouette m'a embarqué mon cookie et j'ai pas pu manger mon cookie. Voilà. Donc, elle m'a cassé mon cookie, donc bref. Mais donc, effectivement, le vin... je trouvais ça assez fascinant le travail de la terre, alors que effectivement je viens pas du tout de la terre parce que je viens de Limoges et je viens du centre de ville, donc assez loin de la terre, mais je pense que c'est peut-être des réalités un peu de notre génération, peut-être aussi, tu vois, à un moment... on est tellement écarté de ça que... Tellement écarté de ça, moi je passe ma vie sur un laptop globalement, donc c'est vrai qu'avoir des choses beaucoup plus manuelles, beaucoup plus concrètes, où tu es en contact avec la nature... Ouais, ça te parle. Ça me parle. Et donc, en fait, je me suis rendu compte dans le café de spécialité que le parallèle était assez évident sur ce côté-là. En fait, il y a des gens qui aujourd'hui, dans le monde,
travaillent pour faire le meilleur café. Que ce soit donc sur la fameuse ceinture du café au niveau de l'équateur, donc tous les pays d'Amérique centrale, Mexique, Guatemala, Panama, aux pays d'Amérique latine jusqu'à peu près la Colombie, donc Pérou, bien sûr le Brésil. Ensuite, on a les pays d'Afrique, d'où vient le café originellement, et après les pays d'Asie. On a aussi l'Inde et la Chine qui commencent à faire de plus en plus de café. Et c'est vrai que, ouais, je pense que c'était assez obvious en fait de passer du vin au café pour cette raison-là, de voir des gens passionnés qui font le meilleur de la terre possible. Et après, bien sûr, la deuxième raison, c'est la raison santé. C'est sûr que, le café, je pense, a des bons bénéfices pour la santé, que ce soit grâce à la caféine, réduction de la maladie de Parkinson, etc. C'est un bon stimulant pour le sport. On va pas se mentir, prendre un bon café avant d'aller faire, par exemple, une intensité en course à pied ou une intensité en vélo, c'est toujours un peu plus simple. On est plus focus. Et effectivement, on a moins les effets de l'alcool, quoi. Ok. Et tu m'as dit que tu avais la même expérience en bouche en fait quand tu buvais de l'alcool, tu analysais tes sens, sur l'acidité, sur les points de. T'as retrouvé ça dans le café? Ouais, clairement. Déjà, toi, là, tu as 2 tasses devant toi. Ouais. Est-ce que tu arriverais à me dire. Alors, est le bon là, et déjà, lequel n'est pas la petite nuance, c'est que tu as pris 2 extractions différentes. Donc là, d'un côté, tu as pris un americano. Donc, americano en général, c'est double shot d'expresso. Ouais. Et effectivement, on rallonge avec de l'eau. Donc, l'expresso, effectivement, c'est des bars. C'est un processus où le contact entre l'eau et le café est beaucoup plus court. En général, un expresso coule en 25-40 secondes peut-être. Okay. Et là, on a à côté une méthode de filtre où effectivement le temps de contact entre l'eau et le café est beaucoup plus long, souvent autour de 2 minutes. Donc là déjà, est-ce que tu vois des différences? Tu sens vraiment que le goût est différent, mais j'ai pas assez de culture et peut-être même de mots pour te dire sur quoi se porte la différence, etc. quoi. Parce qu'il y a aussi c'est vraiment un truc de geek, tu as déjà reconnaître tes sens quand tu goûtes le café. Bien sûr. Avoir les bons mots. Ouais. Tu sais, je t'entendais parler avec le barista, c'est fleuri, machin truc. C'est fleuri, c'est un goût de fleur. Tu vois, même dans le vin, j'avais pas ça en fait. Ouais. La robe, elle est écarlate, ok, super, mais c'est aussi une question de vocabulaire, c'est un truc de geek aussi. Ouais, faut aimer rentrer dedans, c'est sûr. Après, faut pas penser, et je pense que malheureusement, il y a eu un moment dans le monde du café de spécialité, on a vu ça comme un truc de snob. Ouais, et donc du coup, c'était... on excluait les gens qui avaient pas le bon vocabulaire. Ouais. Et ça, je pense que c'est en train de changer et c'est très cool parce que faut au contraire que ce soit complètement inclusif le café. C'est un monde génial, c'est des gens qui travaillent hyper dur. C'est un produit fantastique et on peut vraiment se faire plaisir dans le café en fait. On peut se faire plaisir en buvant des cafés fruités, chocolatés, citriques, floraux. On peut boire des cafés avec une boisson lactée, donc avec du lait. Ouais. On peut prendre un expresso comme on peut prendre une boisson filtre. En fait, c'est un monde où on peut vraiment se faire plaisir, quoi. Et est-ce que tu te vois, toi, un jour, peut-être produire du café ou ouvrir comme ça un barista? Est-ce que parce qu'on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on fait après le métier de recruteur. Est-ce que toi, ça serait un débouché qui te paraîtrait intéressant? Pour continuer un peu sur la vie de freelance, moi, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on devient freelance, plus que salarié, on devient un peu entrepreneur de sa vie. Et en fait, on a l'occasion de faire pas mal de choix. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé en faisant du recrutement freelance. Là depuis 1 an, j'ai lancé une activité de RPO avec mon associé Léo. Ouais. Donc là déjà on passe sur une autre activité parce que finalement, entre guillemets, les gens travaillent pour nous. Ouais, c'est-à-dire qu'on leur trouve effectivement des missions. T'as du management à temps plein, c'est pas juste tu places. Non, évidemment, il y a du travail de suivi. Ouais. Alors l'avantage c'est qu'on travaille avec des recruteurs quand même qui sont assez expérimentés, donc c'est vrai qu'on a très peu de sujets jusqu'à maintenant, mais demain, il y a un moment si on veut scaler, passer de 15 à 20, à 30, à 40, on va peut-être travailler avec beaucoup plus de recruteurs juniors, qu'on vendra moins cher, mais que du coup il faudra peut-être suivre un peu plus. Donc c'est vrai qu'on est passé sur un autre business. Moi je te demande conseil, sur une mission, j'avais du mal à avoir des candidats qui se présentent bien, tu m'avais conseillé de les coacher, tu m'avais suivi et tout. Moi je me souviens que on te sollicite quand même peut-être. Ouais. C'est vrai qu'on est expert sur notre domaine, etc. Mais on peut te solliciter, on peut te demander. Je sais que tu me contactes souvent, comment se passe la mission et tout, comment ça va, etc. Il y a quand même un suivi, c'est pas comme placer les gens, quoi. Non, même si clairement. Tu suivais aussi les gens que tu plaçais, c'est quand même. Ouais, là tu les suis encore plus effectivement en day-to-day parce qu'en fait ce que tu veux t'assurer c'est qu'idéalement la mission dure le plus longtemps possible. Ouais. En fait tu vas chercher des renouvellements, donc pour ça il faut en général que la performance soit au rendez-vous. Ouais. La performance c'est pas uniquement des recrutements quantitatifs, c'est aussi comment la personne s'est intégrée dans l'entreprise. Ouais. Moi parfois j'ai des feedbacks de clients où finalement, sur papier, je me dis, oula, ça va mal se passer parce que le recruteur a fait 3 recrutements alors qu'il attendait 6. Ouais. Et en fait, le client est ultra ravi parce qu'en fait, la personne s'est hyper bien intégrée. Les hiring managers sont presque tristes que la personne parte. Ouais. Et là, tu te dis qu'en fait,
attention, le travail c'est pas uniquement faire de la quantité, c'est aussi comment tu t'intègres dans la boîte sur un temps finalement assez court. C'est je pense le gros challenge d'être freelance en RPO, c'est que tu sais que ta mission elle a une fin. Alors elle peut potentiellement se transformer en CDI. On a de plus en plus des cas de clients. Je suis rentré en freelance. On a le cas des clients effectivement qui profitent du freelance comme un peu une période d'essai pour transformer en CDI. Et c'est très bien. Mais du coup, c'est vrai que la réalité, c'est que plutôt, en général, tu as 3-6 mois. Donc en fait, comment tu fais pour réussir à être comme un salarié aussi rapidement, à t'intégrer dans la vie de l'entreprise, comprendre les enjeux. Et ça, en fait, tu es tout le temps dans ce mouvement-là, donc c'est pas facile. Et pour revenir sur le café, donc en fait la réponse à ta question finalement, je suis complètement dérivé. Je me vois pas effectivement être producteur pour la simple raison que du coup c'est ce que je disais, la ceinture où le café est produit aujourd'hui c'est au niveau de l'Équateur et effectivement on n'a pas de projet avec ma nana de déménager pour l'instant en Colombie et d'acheter une finca de café. Après il y en a beaucoup qui ont fait ça et il y a des parcours formidables. C'est un peu alors ça le monde du café c'est particulier mais il y a beaucoup d'expats qui étaient pas des locaux, qui ont déménagé en particulier au Panama et qui aujourd'hui produisent les meilleurs cafés. Des cafés qui sont parfois vendus 1000 € le kilo, on parle de ce genre de prix. Une variété s'appelle le geisha et effectivement c'est pas des locaux qui font ça. C'est des Américains qui sont venus s'installer. C'est particulier. Alors après je suis content que la terre soit encore plus valorisée, qu'on arrive à montrer que le café c'est pas seulement une boisson de commodité qui est vendue 3 € dans le supermarché, mais qu'on peut aujourd'hui avoir des produits qui sont des produits de luxe. Moi je suis hyper content de ça et je suis encore plus content pour la chaîne de production parce que effectivement celui qui en est le plus évidemment c'est le producteur, mais finalement il fait aussi travailler des gens autour et ces gens là du coup gagnent sûrement mieux leur vie et en fait c'est très bien dans ces pays qui sont des pays en général pauvres. En voie de développement. Donc bref. L'essor du café de spécialité, c'est très positif pour ces pays-là. Plus nous, on va consommer occidental du café, même si c'est triste parce que ce café-là, qui devrait idéalement rester dans leur pays, et ces gens-là profitent là de leur café parce que nous, alors notre vin, effectivement, on l'exporte, mais on le consomme aussi beaucoup. C'est clair. Ces pays-là, ils boivent très peu leur café. Mais bon, c'est un peu l'héritage du café, l'histoire du café qui est quand même encore un peu, qui est un peu particulière. Donc effectivement, il y a peut-être peu de chances que je déménage dans un pays producteur. Par contre, ouvrir un coffee shop, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans le projet. Encore une fois, dans cette idée de... on a encore le petit pigeon qui se dit est-ce que je tenterais pas le cinnamon roll, mais encore une fois, dans cette idée de me dire qu'aujourd'hui, ma vie de freelance, c'est pas uniquement... mon identité, c'est pas uniquement être recruteur, mais que demain, mon identité, c'est plutôt être entrepreneur, construire ma vie autour de mes projets, de mes passions. Tes passions, Et effectivement autour de cette idée de communauté quoi. Finalement c'est assez drôle parce que Recruiter Kitchen c'est aujourd'hui la plus grande communauté de recruteurs francophones, on est quand même plus de 7000. C'est une communauté qui a déjà plus de 10 ans, j'avais cofondé avec Amélie. Une envie à l'époque vraiment d'avoir une communauté où on peut échanger avec d'autres recruteurs. VS a un secteur qui était plutôt, t'es en cabinet, surtout pas parler à ton compétiteur, il va te voler l'information. On avait l'impression d'être la CIA, c'était un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que toute ma vie, c'est drôle parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais j'avais besoin de cette créer une communauté. Et donc, je pense qu'avec Pepper, on va aller dans cette logique-là aussi de communauté. Et demain, en fait, un coffee shop, c'est aussi une communauté. Je vais vouloir retrouver... je vais vouloir essayer d'amener des gens autour d'une marque, d'un projet où on boit du bon café, où on aura un barista qui saura l'extraire à la perfection. Où on pourra faire des dégustations, on pourra éduquer les gens autour du café de spécialité, peut-être faire un running club comme on voit de plus en plus à Paris. Un running club recruteur. Voilà. Tu devrais faire ça. Tu vois, on en parlait. Bon, c'est vrai que je voulais faire un peu ça sur ce petit passage à Paris. Bon, ça c'est un peu mal coïncidé pour pas mal de points de trucs, mais je sais que je repasserai en décembre, c'est sûr, et à ce moment-là, on se fera ce petit running club. Pourquoi pas un bootcamp Benjamin Jean où on irait en Espagne boire du café, courir, faire de la natation, du vélo, ça serait dingue. Hein. Et se former au recrutement aussi. On peut tout imaginer. Et c'est ça qui est dingue dans la vie. Pas trop se fixer de limites, faut essayer de rêver et de faire des trucs avec qu'on est aligné quoi. Merci en tout cas pour ce petit moment partagé. C'était cool de faire une interview run sur du recrutement avec de la dégustation de café. Merci pour tout et puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao.